Digital Congo, la télévision numérique. C'est parti pour les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, l'ENAFEP a été lancé depuis l'Institut Lumumba par le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Près de 2 millions d'élèves prennent part à ces épreuves de 2 jours. Un aéronef a été intercepté sur le ciel congolais du côté sud Kivu par les FARDC. C'est ce que rapporte son porte-parole, le général-major Sylvain Ekenge, dans un communiqué rendu public ce mardi. Cet appareil n'a pas d'immatriculation, donc difficile de l'identifier correctement. On va rouvrir une petite page sur la commémoration hier de l'indépendance du pays. Pour ce soir, on braque les projecteurs sur les secteurs de justice, religion et éducation pour en faire un bilan. Le constat 65 ans après n'est toujours pas satisfaisant. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information sur Digital Congo pour vous informer. D'abord, cette nouvelle, l'armée congolaise fait preuve de vigilance sur les frontières aériennes de la RDC. Les FARDC ont annoncé avoir intercepté à travers ses radars militaires un aéronef non identifié ayant, je cite, violé l'espace aérien de la RDC et pénétré illégalement le territoire congolais sans autorisation préalable de survol. Dans un communiqué signé par le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée loyaliste, l'appareil se dirigeait vers une zone de conflit active. Les résultats des vérifications disent que cet aéronef ne portait aucune immatriculation permettant son identification, ce qui constitue une violation flagrante des normes internationales de l'aviation civile, insiste le document. Les FARDC font noter par ailleurs que les autorités compétentes ont été saisies et les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris des mesures appropriées pour garantir la sécurité de l'espace aérien et préserver l'intégrité du territoire congolais. Et ces événements se déroulent quelques jours seulement après la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda qui consacre dans son volet sécuritaire la fin des hostilités. Le texte authentique a été remis au président de la République, Félix Tshisekedi, par Thérèse Kaikwamba Wagner, chef de la diplomatie congolaise, qui l'a signé au nom de la RDC. Je vous propose de l'écouter dans ses déclarations, d'écouter ses déclarations au sortir de l'entretien avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Ainsi que la copie de l'accord de paix signé le 27 au département de version anglaise. Anglaise et française. Française. 2 exemplaires. Parfait. En tout cas, bravo. Bravo à toute Merci l'équipe. pour votre leadership. Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État, ministre aux Affaires étrangères. On parle toujours de cet accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda en fin de semaine dernière. La population congolaise, en particulier les Kinois, ont salué la signature de cet accord à Washington.
Un accord de paix est censé mettre fin au conflit dans l'est de la RDC, mais cette population attend beaucoup plus de sa mise en œuvre. Ils sont au micro de Trésor Ngoudia et Olivier Abedi. J'ai accueilli avec joie l'accord que la RDC a eu avec les Rwandais au niveau des États-Unis. Nous appelons ça accord de paix. Ouais. En tout cas, je suis très ravi des efforts que notre gouvernement a fournis pour ne fût-ce que trouver cet accord après tant de turpitudes de la part des Rwandais que nous tous Congolais nous connaissons. Cet accord n'est pas tout ce qu'il faut. Ça, ce n'est que les papiers. Il reste les applications sur terrain, les suivis. C'est ça qui donnera les bons résultats à l'accord. Parce que ça fait longtemps que la partie est de la République démocratique du Congo subit un énorme calvaire. Il y a des tueries, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent là. Et lorsqu'il y a un accord de paix, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour tous les Congolais. Une très bonne nouvelle parce que cela peut nous aider à rétablir cette paix dans la partie est de la République. Moi, personnellement, je peur qu'après le départ de ce régime, est-ce que le président qui viendra après va respecter ces accords-là lorsqu'il verra que les Américains emportent une grande partie de nos richesses et de nos minéraux aux États-Unis? Mais si les trois parties respectent les accords, ça peut nous aider. Mais au cas contraire, c'est nous qui allons subir l'énorme calvaire encore. C'est le socle, c'est la base de tout. Au-delà de cette signature symbolique, il va falloir restaurer toutes les relations diplomatiques, culturelles, politiques. Nous sommes en Afrique, nous sommes tous des Bantous. Et donc, il faut remettre l'homme à la place qu'il devrait avoir. Je pense qu'avec cet accord, vont suivre beaucoup d'autres encore sous-accords ou bien beaucoup d'autres d'initiatives qui vont renforcer. Et je pense que c'est une grande joie. Le mieux, c'est quoi? Nos politiciens, ils peuvent signer cet accord-là, mais qui est vraiment la progression. Et puis la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis a poussé les forces politiques membres de l'Union sacrée de la Nation à organiser une manifestation de grande envergure à Kinshasa au Palais du Peuple pour dire leur soutien à cette initiative. Sur la première ligne, la plateforme A24 de Fifi Masuka, très mobilisée pour cette cause, Yvonne Amori et Josué Mazoa. La marche est partie du stade Cardinal Maloula jusqu'au Palais du Peuple sous la conduite du questeur adjoint du Sénat, membre de la plateforme A24. Tout au long de la caravane, les manifestants ont scandé des chansons félicitant les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour cette grande victoire diplomatique avec la signature de cet accord de paix avec le Rwanda afin que le pays respire sous un nouveau vent. Au Palais du Peuple, le secrétaire général de l'Union sacrée de la Nation, André Mbata, s'est exprimé demandant aux cadres et militants de l'Union sacrée de soutenir cet accord qui vient de mettre hors jeu les ennemis de la République démocratique du Congo. Biso peuple mobimba tozali liboso sima plutôt ya mokonzi na biso. Pour encourager le gouvernement, il y a États-Unis. Après la manifestation, le questeur adjoint du Sénat, Oman Abitika Pascal, s'est exprimé en saluant cette victoire diplomatique dont la RDC vient d'enregistrer après plus de 30 ans de guerre. Par la même occasion, Oman Abitika Pascal a demandé à la population de soutenir les initiatives du pouvoir en place. Notez que tous les partis membres de l'Union sacrée ont participé à cette marche en ayant chacun un point de départ différent. Cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda a été signé le 27 juin 2025 à Washington sous la médiation des États-Unis. Voilà donc ce qu'on pouvait dire de cet accord signé entre la RDC et le Rwanda. On se rend dans l'est du pays pour parler de tout à fait autre chose. Il est possible d'être indépendant financièrement. C'est le directeur de la société microfinance Light of Business Credit, LBC en sigle, dans la ville de Butembo, qui réitère cette affirmation en marge du 65e anniversaire de l'accession de la RDC à son indépendance. Il a, au cours d'un entretien avec notre permanent à Butembo, précisé qu'il faut un certain comportement pour y arriver. Le point avec Delphin Sindani.
En marge de la journée de l'indépendance de la RDC, le directeur de la société de microfinance LBC pense qu'il y a lieu d'être indépendant financièrement. Il suffit d'avoir un comportement pour y arriver. L'indépendance financière, parce que notre pays, il est indépendant. Comme institution de microfinance, nous luttons contre la pauvreté. La LBC, une institution de microfinance qui se trouve évidemment à Butembo, et a pour rôle de les aider à ce qu'ils puissent quitter la pauvreté. Nous voulons donc que tout le monde puisse être à mesure de subvenir à ses besoins sans dépendre financièrement de qui que ce soit. Justement, c'est possible. Aujourd'hui, chacun, à travers les microcrédits que nous sommes en train de les accorder, chacun, nous savons qu'il est maintenant financièrement indépendant. Pour marquer d'un cachet spécial cette journée, la LBC avec son partenaire KF, Cercle d'accompagnement économique et financier, a éduqué les participants dans une conférence tenue ce mardi 1er juillet 2025 à l'hôtel Butembo. Les conférenciers Guillaume Mukunati et Moïse Kasereka ont donné des notions sur comment assurer son indépendance financière. Nous avons compris qu'avoir l'indépendance, ce n'était pas chose facile. Il fallait des sacrifices jusqu'à aller même au sacrifice suprême. Et alors, nous avons voulu rendre hommage parce que l'indépendance dans toutes ses formes, l'esclavage financier, c'est dépendre, être dépendant. Donc vous dépendez du revenu de quelqu'un d'autre. Les participants ont loué la LBC pour cette éducation en marge de l'indépendance de la RDC. Vraiment, j'ai salué d'abord les initiatives de KF et aussi les directeurs et aussi les membres de LBC. Nous venons d'apprendre qu'il ne faut pas avoir peur de prendre un crédit à la société de microfinance LBC. La LBC nous forme et nous donne des crédits. Avec cet exercice, moi, j'ai déjà fait quelque chose de réaliste dans mes projets. Soulignons qu'avant la conférence, une caravane sous le rythme de la fanfare a été au rendez-vous. Caravane qui est partie du bureau de la LBC, passant par la rue Kinshasa, boulevard Président de la République et chutée à l'hôtel Butembo. La RDC va-t-elle enfin quitter la liste grise du GAFI, entendez Groupe d'action financière? La cellule nationale de renseignement financier travaille d'arrache-pied pour que le pays renforce ses mécanismes de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Pour sortir de cette liste, la CNRF a organisé dans ce contexte une conférence de presse ce mardi 1er juillet pour expliquer à la population à travers les médias ce qui est déjà fait dans le cadre du plan d'action mai 2023-mai 2025 établi par le GAFI pour quitter cette liste. Le compte rendu dans cet élément. Corruption, blanchiment d'argent, financement du terrorisme, commerce illégal, exploitation illicite des minerais, autant de mots qui ont envoyé la RDC sur la liste grise du réseau du groupe d'action financière GAFI après un contrôle solide du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, GABAC, que la RDC a intégré depuis 2017. Depuis, le cheval de bataille de la cellule nationale de renseignement financier, c'est de sortir le pays de cette liste grise qui a des conséquences néfastes sur ses relations économiques et financières sur le plan international. Et jusque-là, beaucoup d'actions ont été entreprises selon le plan d'action de mai 2023 à mai 2025 établi entre le GABAC et la CNRF, soit un taux de réalisation de 56,57%. Dans le panel, le coordonnateur de la task force s'est penché sur la collaboration entre la CNRF et les banques. Les banques commerciales ont l'obligation de collaborer parce que c'est des efficaces. Si vous ne respectez pas les obligations en matière de lutte contre le blanchiment, ils vont payer. Et je pense que beaucoup de banques ont été sanctionnées par la CNRF. Seulement, même si ces efforts ne sont pas connus du grand public, la CNRF abat un travail de titan, reconnaît Guy Mafuta Kabongo, président de la commission ECOFIN à l'Assemblée nationale. Dans le secteur des mines, le travail qu'abat le CNRF, c'est un travail qui malheureusement n'est pas connu du grand public, mais c'est un travail de titan. Parce que chaque jour, les sanctions, c'est tous les jours dans le secteur de mines avec nos miniers qui brassent beaucoup de sources.
Bien que le délai imparti par le plan national a expiré depuis un peu plus d'un mois, le travail se poursuit au niveau de la task force pour sortir le pays de cette liste grise. Tous les regards se convergent désormais vers la prochaine revue en septembre avec le GAFI pour lui faire part, à travers son 8e rapport, des avancées non de moindres réalisées dans le cadre de ce plan d'action. Y a-t-il des avancées sur le plan de la justice congolaise? La question se pose après 65 années qui se sont écoulées depuis que la RDC a pris son indépendance. Selon Maître Ndoukoulou Yana, le système judiciaire congolais a régressé, surtout à partir de 1990 avec la crise de la démocratie. Il évoque notamment le problème de répartition des magistrats sur l'ensemble de la République, la question d'ordre logistique et celui des mentalités. Plus de détails avec Jean-Émile Senga. Lorsque la République démocratique du Congo arrachait son indépendance en juin 1960, la justice congolaise était administrée totalement par le Belge et était confrontée à de nombreux défis, notamment le manque de personnel qualifié du côté autochtone, les gérances politiques et le manque de ressources. Entre 1970 et 1980, le système judiciaire est chapeauté par le procureur Kengo Adondo et le ministre de la Justice Singa Oudjou. Moins de reproches, mais ce fut de la dictature moboutiste. À partir de 1990, la justice régresse, estime Maître Ndoukoulou Yana. Dans les années 70 et 80, surtout sous la conduite du procureur Kengo Adondo et du ministre de la Justice Singa Oudjou, il n'y avait pas beaucoup à se plaindre du comportement de la justice, si je peux m'exprimer ainsi. D'autant plus que la vie économique était quand même au beau fixe et n'était pas comme aujourd'hui. Mais au début des années 90, avec l'accentuation de la crise économique, la situation des magistrats de la justice et de leurs représentants, c'est-à-dire les magistrats principalement, s'est fortement dégradée, avec même des grèves, etc. Les pistes de solutions en vue d'une justice plus efficace ont été déjà abordées ces dernières années. Il ne reste que d'être appliquées, ajoute Maître Ndoukoulou. Les solutions ont déjà été débattues depuis les assises de 2015 et récemment ici, sous les auspices du ministre de la Justice. Il y a eu encore les états généraux de la justice et dans la plupart des cas, les remèdes sont connus. La prise en charge, la formation et la construction des prisons, la formation du personnel, la construction de prisons et les déploiements tout autour de la République. Et je pense que la justice sera rétablie dans sa plus belle robe. Bien que la République démocratique du Congo dispose d'une organisation judiciaire structurée, les défis majeurs entravent son bon fonctionnement et empêchent l'accès à une justice équitable, crient souvent la société civile et les experts juristes. Et que dire de l'évolution des choses dans le secteur de la religion? Plus de 65 ans après son indépendance, la RDC connaît une explosion des communautés religieuses, alors que dans les 10 premières années après l'indépendance, seules les églises catholiques et protestantes étaient les plus répandues, sans compter les quelques églises autochtones implantées. Mais qu'est-ce qui explique après autant d'années la multiplicité des religions en RDC? Élément de réponse dans cet élément que nous proposent Tichik Sambi et Josaphat Ngoma. En 1960, lors de l'indépendance de la RDC, la religion la plus répandue était le christianisme, avec une présence significative des églises catholiques et protestantes, le kimbanguisme qui était bien implanté et d'autres sectes autochtones. Jusqu'en 1970, les églises dites des réveils étaient presque inexistantes. Qu'est-ce qui explique cette multiplicité de religions au fil des ans? Gianni Makela, pasteur à l'église Montagne de l'Éternel, parle de la constitution de la République du Zaïre qui ouvrait le porte à la pluralité de religions. Déjà à partir de 1974, la constitution de 1974 qui a consacré, n'est-ce pas, la liberté des religions et il n'y avait plus la religion d'État et chacun avait la possibilité de s'adhérer à sa religion. Aujourd'hui, nous avons une pluralité des religions. Chacun peut s'adhérer à ce qu'il veut. Notamment aujourd'hui, nous avons plusieurs confessions religieuses. Il y a le christianisme et tant d'autres. Selon les investigations de Target, en 2022, l'église catholique venait en première position avec 39% de fidèles sur l'ensemble du territoire national, suivi de l'église protestante avec 23% et les églises des réveils en troisième position avec 15%. Pour Gianni Makela, les églises contribuent à la cohésion sociale et politique. Et sur le plan social, il y a vraiment une évolution. Pourquoi? Parce que déjà la religion
discipline moralement les âmes et préserve la stabilité sociale. La région a joué un rôle très capital dans notre société congolaise. Aussi surtout sur le plan institutionnel. Voyez? Et avec l'actualité aujourd'hui, nous constatons que la région joue encore plus un rôle important, parce qu'elle vit les déséquilibres politiques et l'Église se montre vraiment au milieu du village pour essayer d'apaiser les différentes parties au sein de notre société. L'article 22 de la Constitution de 2006 garantit à toute personne la liberté des pensées, des consciences et des religions. Toujours dans le cadre de la commémoration de l'indépendance de la RDC, le 30 juin, au Congo central, on vante la contribution du tout premier président du pays, Joseph Kasavubu, considéré comme parmi les pères de l'indépendance. C'est dans ce sens que la plupart des Né-Congo se sont confiés à Jean-Claude Kidoumou, notre permanent sur place. Le 30 juin 1960 au 30 juin 2025, ça fait 65 ans jour pour jour depuis que la République démocratique du Congo a accédé à l'indépendance. Joseph Kasavubu étant que figure d'époux de l'alliance de Bakongo à Bako, il a milité pour la libération du Congo de la domination coloniale belge. Cette indépendance, il a hérité même de la force des autres Né-Congo. On peut citer les Congotolo. L'indépendance de notre pays, c'était chèrement acquis parce que vous voyez toutes les activités qui se sont déroulées en ce moment-là. C'était pratiquement une sorte d'assemblage dû à un mouvement insurrectionnel pour pouvoir arracher. Na kata kisanto na siège fondateur baiko sala élection soki tokokende nzela moko na bandeko nyonso bakongole te tokokende nzela moko te na kata kisanto basala ki élection na élection iko sala ke bakongo bandimi tokende nzela moko tozwa indépendance totale pour na Congo mobimba. Son accession à la présidence aux côtés de Patrice Emery Lumumba a marqué une étape importante dans cette lutte. Il a été le premier président du pays, symbole de l'indépendance acquise. C'est pratiquement la sommité au niveau de l'intelligence. La majeure partie des gens qui étaient formés à l'époque, René, Maloula, tous ces gens-là, ils ont étudié ici au Congo central. La cession de Kasavubu à la présidence aux côtés de Patrice Emery Lumumba, étant que Premier ministre, a officialisé l'indépendance du pays le 30 juin 1960 après des décennies de colonisation. Et cette journée était bien célébrée. Et d'ailleurs, nous disions même que à l'indépendance, il y aura même des morts qui vont ressusciter. C'est ce qui se disait. Parce que nous avons tous souffert pendant la colonisation. Et ils ont scandé des danses là terribles. Nous, je me rappelle dans notre village, nous avons dansé avec les tam-tams. Quand on a vu la bête, on a territoire d'Achela, on a fêté Kilumbu Moïna. La Gwanda Kilumbu Moïna, il y a nene. Et on continue de faire le bilan dans différents secteurs en marge de la commémoration de l'indépendance de la RDC. Il faut noter que sur le système éducatif congolais a dégringolé. La gratuité de l'enseignement pose problème jusqu'à nos jours. Les infrastructures, les salles de classe inondées par un nombre illimité, manque de matériel didactique, ce qui remet en cause la qualité de l'enseignement. Voilà ce que rapporte Mouenemo Nzola Meso Job, chef d'établissement du collège Kitoko, situé dans la commune de Mongafula. On va y revenir certainement dans nos prochaines éditions. Et puisqu'on parle de l'éducation, c'est aujourd'hui le lancement officiel de l'examen national des fins d'études primaires et édition 2025. Je l'ai dit au sommaire, le go a été donné depuis l'Institut Lumumba à Kinshasa par le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Près de 2 342 864 élèves prennent part à ces épreuves de 2 jours, soit de ce mardi 1er au mercredi 2 juillet 2025. Trésor Ngoudia, Saint-Tiche et Moniceli et Olivier Abedi signent ce reportage.
Voilà lancé ces jours les épreuves de fin d'études primaires pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cadre choisi, l'Institut Lumumba à Kinshasa. C'est le vice-ministre de l'Éducation nationale et une nouvelle citoyenneté qui a donné les go au nom de Raïssa Malou. 2 342 864 élèves de la 6e année primaire prennent part à ces épreuves des 2 jours du mardi 1er au mercredi 2 juillet 2025. Dans son discours, le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté qui a rendu hommage au chef de l'État a insisté sur la gratuité de ces épreuves. C'est une occasion pour moi de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour une éducation de qualité par le biais de la gratuité de l'enseignement de base. Chers élèves, les épreuves de ce jour sont simplement un moment précieux de nous rendre compte de ce que vous avez retenu durant toute cette année scolaire. Présent à cette cérémonie, le ministre provincial de l'Éducation nationale ville de Kinshasa, Jeannot Kanou, a exhorté les finalistes du primaire à observer la discipline et avoir confiance en eux. Il me revient de vous rappeler que la ville de Kinshasa, que dirige son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville, n'a aménagé aucun effort pour respecter toutes les étapes qui précèdent la tenue de cet examen, et ce, en parfaite collaboration des membres des différents comités provinciaux de toutes les 5 provinces éducationnelles. Je ne peux que vous remercier tous. La première journée de l'ENAFEP, ce mardi 1er juillet 2025, a porté sur la culture générale et le français. Mercredi sera consacré aux sciences et aux mathématiques. Et dans la province du Congo central, c'est depuis le complexe scolaire Ntetemboa de Matadi que ces épreuves ont été lancées par le ministre provincial de l'Éducation. Ces épreuves de l'ENAFEP sont supervisées par l'inspecteur général adjoint de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans cette province, Jean-Claude Kidoumou, pour la correspondance. Le lancement officiel de cet examen national de fin d'études primaires a été donné par le ministre provincial de l'Éducation, Thomas Kiakokwa. Notre jeunesse, socle et espoir de l'avenir de notre pays, la pérennisation de la prime provinciale de la gratuité de l'enseignement primaire public pour tous les enseignants. Simon Tialampassi, inspecteur général de l'EDNC, commis à la supervision de ces épreuves, avait conscientisé les finalistes et les surveillants. L'examen est individuel. Travaillez pour vous-même, faites l'honneur chez vos parents. Et on sent un élève bien éduqué qui se comporte correctement, discipliné et aussi assidu. Et un tel élève n'a pas besoin de tricher. Les chiffres sont tellement éloquents pour la province éducationnelle Congo central 1 pour cet examen national de fin d'études primaires ENAFEP. C'est Madame le prophète de Marie-Salomé Boroto qui les a donnés. Le nombre d'élèves inscrits s'élève à 53 917, dont 26 751 filles. Le nombre de centres, 180, sous-division de Tchéla 2, 15 centres, sous-division de Sekibanza 1, 13 centres, sous-division de Sekibanza 2. D'une manière globale, toutes les 3 provinces éducationnelles du Congo central ont inscrit 110 425 élèves en raison de 54 374 filles et 56 051 garçons. Et il faut dire que la gratuité de l'enseignement est l'une des innovations qui continue à être appréciée à juste titre. Le gouverneur de la province du Kwilu a remercié le chef de l'État pour cette mesure qui a permis à des milliers d'enfants de retourner à l'école. Le docteur Philippe Akamituna l'a dit alors qu'il lançait lui aussi l'ENAFEP depuis le centre de l'épée Bassoko dans la ville à Bandundu-Ville. Correspondance Benoît Desgoff-Dalé. C'est au centre de l'épée Bassoko de Bandundu-Ville que le gouverneur de la province du Kwilu, docteur Philippe Akamituna Ndolo, a officiellement lancé l'examen national de fin d'études primaires 2025 et ce en présence de l'honorable David Mabanza Livingstone, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Kwilu. Ce lancement intervient alors que
Les statistiques de la province éducationnelle à Kwilu-On confirment une participation massive des élèves. Cette forte mobilisation est une conséquence directe de la gratuité de l'enseignement, une politique phare prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit l'IPP de la province éducationnelle à Kwilu-On, Roland Simai Kinzini. À cette occasion, le premier de tous les Kwilois, Docteur Philippe Akamitounan Dolo, de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement en faveur de l'éducation et encourage les élèves tout en les exhortant à avoir confiance en eux-mêmes. N'ayez donc pas peur, c'est un examen comme tout autre que vous avez toujours passé depuis la première année primaire. Sur ce mot, je lance officiellement ce mardi 1er juillet 2025 les tests nationaux de fin d'études primaires édition 2025 dans la province du Kwilu. Notez que c'est par la visite de quelques centres de la ville de Bandundu que tout a été sanctionné avec un bilan dressé par les autorités provinciales qui est globalement satisfaisant, témoignant d'une organisation qui s'est déroulée dans les bonnes conditions. Lancement de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP édition 2025 également dans la province du Nord Kivu. C'est la coordonnatrice principale en charge de l'éducation dans le gouvernement provincial du Nord Kivu qui a lancé ces épreuves en lieu et place du gouverneur. C'est à Butembo, siège de la province éducationnelle, que la cérémonie officielle s'est tenue en présence des membres du comité provincial et autres personnalités. Reportage d'Elphonsine Dani depuis Butembo. C'est à l'école primaire du complexe scolaire Monseigneur Emmanuel Catalico en sous-division Butembo 2 que les décors a été planté pour accueillir les cérémonies. Dans leurs différents discours, les autorités ont encouragé et rassuré les écoliers finalistes à cette épreuve qui vont prendre 2 jours, soit du mardi 1er au mercredi 2 juillet 2025. À ce premier jour, le français et la culture générale, le directeur provincial Norbert Bissimo Balekempaka a exhorté les participants au travail de qualité pour l'honneur de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Je vous demande de répondre aux questions posées. Ensuite, de suivre les consignes qui vous seront tout à l'heure communiquées par l'IPP et vous allez réussir. L'inspecteur principal provincial a été représenté par son intérimaire, Madame Kalonde Roleokadi, qui a donné les statistiques des candidats au Nord Kivu 2, qui sont de 88 213 candidats, dont 46 056 filles. Elle fait savoir que chaque année, depuis l'effectivité de la gratuité à 2019, les effectifs ne font qu'augmenter. La coordonnatrice principale en charge de l'éducation dans le gouvernement provincial du Nord Kivu a donné les statistiques au niveau de la province du Nord Kivu, tout en précisant que les examens se passent également dans les zones contrôlées par la FCM 23. En toutes nos 35 sous-divisions en province du Nord Kivu, les effectifs des candidats inscrits à cette évaluation de portée nationale s'élèvent à 172 464 candidats, dont 86 623 filles, qui représente 50,2%. Après la cérémonie du lancement, l'étape de la distribution des items a été présidée par la représentante du gouverneur, qui a d'ailleurs effectué la ronde dans les écoles pour s'imprégner de l'effectivité de l'ENAFEP au complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord et à l'EPA Nyuki. Ce n'était que des encouragements aux enfants pendant tout le temps de leurs épreuves. Coup d'œil sur l'actualité en dehors de nos frontières avant de clôturer cette édition d'information. D'ici 2030, près de 14 millions de personnes pourraient trouver la mort suite à la réduction de financement des agences des Nations Unies. Les chercheurs de l'agence britannique Lancet alertent sur les conséquences dévastatrices de cette mesure prise par le président américain Donald Trump. Commentaire Fifi Kouchipon.
La mesure prise par Donald Trump, le président américain, annonçant la réduction de plus de 80% des financements des agences des Nations Unies, produit déjà des conséquences néfastes. Selon une étude publiée par la revue médicale Lancet, à la longue, les conséquences seront dramatiques et plus de 14 millions de personnes vulnérables pourraient mourir d'ici 2030. Voilà pourquoi les chercheurs alertent sur le risque d'interruption, voire d'inversion des 2 décennies de progrès en matière de santé publique dans les pays à faible et moyen revenu. Les principales causes de cette surmortalité seraient le VIH-Sida et le paludisme, dont le taux de mortalité avait sensiblement baissé grâce au programme financé par l'agence américaine USAID. Rappelons qu'entre 2001 et 2021, ces programmes ont permis d'éviter 91 millions de décès dans 133 pays. Notez par ailleurs que les anciens présidents Barack Obama et George Bush ont critiqué ouvertement l'administration Trump et le chanteur Bono a récité un poème lundi lors d'une vidéo d'adieu émouvante avec le personnel de l'agence américaine pour le développement international USAID. Barack Obama qualifie le démantèlement de l'USAID par l'administration Trump d'erreur colossale. Lundi marquait le dernier jour d'indépendance de cette organisation humanitaire et de développement vieille de 6 décennies créée par le président John Kennedy pour promouvoir pacifiquement la sécurité nationale des États-Unis en renforçant la prospérité à l'étranger. C'est la fin de cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Bienvenue dans cette revue de presse que nous débutons par le Nouvel Observateur. 65 ans d'indépendance, du gâchis, rien que du gâchis. Le Nouvel Observateur s'interroge à propos des progrès mis en avant ce lundi 30 juin 2025. Pourquoi ce pays, contrairement à d'autres, n'arrive pas à transformer tous les atouts dont il dispose en réelle opportunité pour le grand bonheur de son peuple? Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation, mais nous en épinglerons 2, à savoir les actions des forces occultes anti-indépendantistes qui ont joué des pieds et des mains pour voir l'indépendance du Congo se muer en fiasco. Et secundo, le rôle éminemment néfaste que jouent et continuent de jouer les propres fils du Congo dans sa débâcle, et ce, de l'indépendance à aujourd'hui. La sécession katangaise, l'intervention des para-belges, l'expédition des mercenaires, la confiscation des entreprises congolaises, des rébellions, la zaïrianisation, les guerres civiles et tribales sont là autant d'actions des Congolais en complicité avec certaines forces occultes visant à déstabiliser durablement la RDC depuis son indépendance. La prospérité revient sur le discours du chef de l'État à propos du 30 juin 2025. RDC, Félix Tshisekedi appelle à la mobilisation générale autour d'un idéal de paix, de dignité et de cohésion nationale. Face à tous les enjeux, Félix Tshisekedi a surtout martelé sur la prise de conscience collective et la mobilisation effective de l'ensemble des Congolais pour réussir le pari de la restauration de la dignité de la RDC, de la protection de sa souveraineté et de son progrès tant voulu par tous. Toujours en rapport avec le 30 juin, l'explorateur international publie la réaction du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'accord de paix constitue une étape importante vers la désescalade, la paix et la stabilité dans l'est de la RDC. Le secrétaire général des Nations Unies salue la signature le 27 juin à Washington de l'accord de paix entre le gouvernement de la RDC et de la République du Rwanda, facilité par les États-Unis. Cet accord constitue une étape importante vers la désescalade, la paix et la stabilité dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Je félicite les États-Unis pour leur rôle de chef de file dans la facilitation de ce processus en coordination avec l'État du Qatar et le médiateur de l'Union africaine Faure-Gnassingbé du Togo. Je salue les contributions de 5 co-facilitateurs désignés par la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe, indique la déclaration du secrétaire général de l'ONU. Il exhorte par
par ailleurs les parties à respecter pleinement les engagements qu'elles ont pris dans le cadre de l'accord de paix et conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité, y compris le cessez-le-feu et l'ensemble des autres mesures convenues. Selon Patrick Mouyaya, écrit Ouragan, aucun centimètre cédé, aucune ressource concédée. Allusion faite à l'accord signé le 27 juin à Washington. Ouragan publie une interview de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, qui déclare « Aucun centimètre cédé, aucune ressource concédée » au lendemain de la signature de l'accord de paix de Washington. Le porte-parole du gouvernement congolais ne se lasse pas d'apporter des éclaircissements. Sa mise au point coupe ainsi court aux folles rumeurs sur un quelconque bradage des minéraux congolais. Au même moment, le ministre de la Communication et Médias apporte la lumière nécessaire sur les contours de cet accord pour rassurer davantage l'opinion publique. En clair, dit-il, Kinshasa a tenu compte des causes profondes de la crise, notamment la convoitise et le pillage systématique des ressources par le Rwanda, en proposant des solutions économiques qui vont d'abord profiter aux Congolais, puis à toute la sous-région. Toujours dans les pages d'Ouragan, peut-on lire Tshisekedi trace ses lignes rouges. Des avancées diplomatiques certes, mais le président a tenu à réaffirmer les lignes rouges de son action, en particulier sur la question de la souveraineté économique de la RDC. Il a affirmé avec fermeté que les ressources naturelles de son pays ne seront jamais bradées, ni livrées à des intérêts étrangers ou obscurs. Les ressources de la RDC ne seront jamais bradées ni livrées à des intérêts obscurs. Elles bénéficieront avant tout au peuple congolais. Aucun compromis ne sera toléré en matière de souveraineté économique. La RDC ne vendra ni son avenir ni sa dignité, a-t-il averti. Et c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.